Monsieur le ministre, dites-nous, que peut-on retenir de votre projet de société? Nous avons plus qu'un projet de société, et c'est ce qui nous distingue des autres candidats à qui nous souhaitons bonne chance. Nous avons un programme qui est assis sur un bilan. Et dans ce programme que nous proposons aux Béninois, tous les secteurs sont impactés, puisque ce programme est arrimé sur l'exécution bienheureuse du programme d'action du gouvernement, impacte tous les secteurs, mais il y en a quelques-uns sur lesquels nous focalisons l'attention parce que c'est des secteurs qui impactent la vie des Béninois plus particulièrement que d'autres. Alors justement, monsieur le ministre, dans ce programme, puisque vous dites que vous avez plus qu'un projet de société, dans ce programme ambitieux, vous avez prévu par exemple la construction sur les 5 prochaines années de 20 nouveaux stades et de 20 nouveaux marchés. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce qu'on retient, c'est qu'en plus des stades et des marchés qui ont déjà été construits au cours des 5 dernières années, le candidat Patrice Talon et sa colistière se proposent de construire 20 stades, 20 nouveaux stades ultra modernes aux standards internationaux dans 20 communes différentes, dans 20 villes différentes. Donc pour poursuivre ce programme, c'est la même chose qui prévaut pour les marchés que nous avons déjà construits dans nos principales villes. Eh bien, il y a encore un programme ambitieux de construction de 20 nouveaux marchés dans 20 différentes communes qui seront sélectionnées au fur et à mesure des besoins qui auraient été évalués. 50 000 hectares, 50 000 hectares pour le riz, 50 000 hectares pour les autres filières agricoles. Est-ce que ça ne fait pas rêver? Ça fait rêver, mais c'est réaliste, c'est dans notre potentiel. C'est un ambitieux programme, effectivement, qui a été conçu pour le développement des filières agricoles. Nous avons décidé, bien évidemment, de continuer de valoriser les cultures habituelles, maïs, soja, tubercules, mais l'accent sera mis sur de nouvelles filières à redévelopper, puisque l'ambition du gouvernement, après nos succès dans le coton, c'est de partir d'une production actuelle de 400 000 tonnes à 1 million de tonnes de riz dans les 2-3 années à venir. Le même programme vaut pour d'autres filières comme le cajou. Nous allons aménager et semer pour la filière cajou, pour le cacao, pour des fruitiers et pour le palmier à huile qui doit reconnaître notre boom dans notre pays. Donc ces 500 000 hectares seront aménagés, plantés et remis à disposition à des compatriotes, à des exploitants, soit individuels, soit en coopérative. La révolution encore dans ce domaine agricole, c'est bien évidemment la mécanisation. Vous savez, jusqu'à maintenant, nos parents souffrent. La pénibilité dans ce secteur est énorme et ça amoindrit la rentabilité. Donc, il y a un vaste programme de mécanisation de notre agriculture où l'État mettra à disposition des tracteurs subventionnés, des outils modernes pour le développement de la filière agricole, de sorte que, à la fin du mandat, plus aucun agriculteur ne travaillera avec la DABA ni avec la houe. Ça permettra aux agriculteurs, évidemment, d'être riches, de produire beaucoup plus, de vendre, d'être riches. Et il y a également des facilités de financement, puisque à travers le Fonds national de développement agricole, l'État mettra des centaines de milliards, nous avons déjà commencé, pour permettre aux agriculteurs d'accéder plus facilement au crédit et donc de développer leurs exploitations. Bref, un programme qui permettra à l'agriculture de devenir ou de redevenir le véritable moteur de notre économie. D'accord. Et un fonds de garantie pour financer désormais les activités économiques dans notre pays, ce sera pour desserrer un peu plus la ceinture? Non, mais pour améliorer la rentabilité des entreprises. Vous savez que l'accès au crédit est un frein pour l'épanouissement de nos entreprises ici et surtout de nos petits entrepreneurs, entre guillemets. Bref, l'accès au crédit ne sera plus une entrave ou un frein à l'épanouissement de ces entrepreneurs. Alors, monsieur le ministre, dans le domaine de l'éducation, on a entendu le chef de l'État, lors de sa récente tournée, s'indigner contre voilà, ce taux élevé de chômage, de sous-emploi au Bénin. Vous avez dans ce programme ambitieux un plan pour corriger le tir? Corriger, réorienter. D'abord, les efforts d'amélioration de l'offre scolaire vont se poursuivre, mais le projet phare que nous proposons aux Béninois, c'est de mettre l'accent sur
l'enseignement technique et la formation professionnelle. Il ne s'agira plus pour nos enfants d'aller vers l'enseignement général, ça se poursuivra, mais notre ambition, c'est que sur 10 enfants, 7 soient orientés et sortent d'une filière technique, d'une formation professionnelle qui les prépare à l'emploi, à l'auto-emploi et à la création d'entreprises. Donc c'est un programme très ambitieux. Et puis évidemment, nous allons équiper et rénover une vingtaine, je crois que c'est 17 lycées techniques qui vont ouvrir dès 2021-2023, toujours dans ce cadre. Donc un accent est mis sur la professionnalisation et la formation de nos enfants à un emploi qui leur permet d'être tout de suite opérationnel. Est-ce que le gouvernement, tout au moins le duo, Patrice Talon et sa colistière, Mariam Chabi-Tarata, est-ce que ce duo a pensé à comment doter ces lycées techniques-là de personnel d'encadrement qualifié? Je vous remercie pour cette question qui me permet de vous rappeler que le gouvernement a déjà commencé par envoyer des formateurs en formation en France, aux États-Unis. Une première cohorte est partie il n'y a pas longtemps ça, il y a quelques semaines. Si vous avez été attentif, le communiqué est passé. Donc ceux-ci seront formés pendant 2 ans, 2 ou 3 ans, et formés à la formation de nos enfants pendant qu'on est en train de faire sortir les lycées sur terre, de sorte que leur retour correspondra à l'ouverture de ces centres et donc à l'accueil des enfants qu'on va commencer à former. D'autres cohortes partiront, donc nous aurons des formateurs bien formés et donc des enfants qui seront préparés à exercer un métier et sortir un peu de ce cycle du bavardage que nous avons tous connu. D'accord. Monsieur le ministre, 200 ambulances prévues. N'est-ce pas une promesse électorale? Mais non, ce n'est pas une promesse électorale. La particularité, comme je vous dis, de notre offre, c'est un programme réaliste qui est à notre portée puisque nous en avons déjà fait la preuve. Les 5 ans écoulés ont vu l'acquisition de 40 ambulances. Nous étions partis sur une trentaine d'ambulances. Là, nous sommes arrivés à 40. C'est pas mal, mais ce n'est pas assez. Et c'est pour aller plus loin qu'on a multiplié par 5 l'offre. C'est-à-dire que nous allons doter nos centres de santé de 200 ambulances pour faciliter la mobilité. Donc, le lien entre les centres de santé et les hôpitaux de zone, et même l'hôpital de référence, que nous allons équiper, rééquiper, rénover et rendre plus fonctionnel avec les budgets dont je vous ai parlé. Donc, 200 ambulances, c'est plus qu'à notre portée, c'est une offre meilleure que ce qui a été fait jusqu'à présent, mais ça reste limité pour les besoins de notre pays. On y arrivera, ça n'a rien de démagogique, ça n'a rien d'électoraliste. Alors, monsieur le ministre, dans le domaine de la santé, le ratio patient-médecin, que dit le gouvernement ou que dit le duo? Mais le duo, à la suite du gouvernement, avait déjà constaté les difficultés que nous avions dans ce domaine. Nous avons essayé, tant bien que mal, d'améliorer l'offre et faciliter l'accès aux soins. Donc, ce qui a augmenté, évidemment, l'attractivité de nos hôpitaux, entre guillemets, même si je sais que ce n'est pas un lieu de loisir. Eh bien, nous comblons le déficit de personnel, déjà par le recrutement de 3000 agents de santé sur les 5 années à venir. Et d'ores et déjà, le programme a été lancé, le relevé du Conseil des ministres en a fait mention. Nous lançons déjà, dès 2021, le recrutement de 1600 agents de santé, médecins, infirmiers, sages-femmes, techniciens de laboratoire, pour faire face aux besoins des patients, aux besoins de nos compatriotes en matière de santé et pour nous mettre à la hauteur des ambitions que nous avons pour la restauration de l'hôpital du Bénin. L'État a-t-il les capacités financières d'absorber cette masse salariale? Évidemment, nous ne faisons jamais rien au hasard. Avec le président Patrice Talon, tout est planifié, tout est programmé. Nous avons réussi à réaliser tout ce qui a été fait, tout ce qui a pu être fait ces 5 dernières années, en ne comptant pas sur des ressources extérieures. Nous n'attendons pas forcément ceux qu'on appelait naguère les bailleurs de fonds ou les partenaires techniques au développement, mais tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait essentiellement sur nos ressources propres. C'est-à-dire qu'il y a un nouvel esprit qui permet une meilleure collecte des impôts et leur gestion. C'est pour cela, et c'est toujours dans l'offre de notre programme, qu'on continuera d'assainir les finances publiques et de faire la lutte implacable contre le gaspillage
ça va être la chasse au gaspillage, aux gaspilleurs, ça va être la lutte contre la corruption et l'impunité. C'est ça qui nous permet d'avoir suffisamment de finances pour exécuter notre programme à la satisfaction des Béninois et même pour bénéficier d'emprunts. C'est vrai qu'on entend souvent la critique facile dire ce pays s'endette, mais on s'endette quand on a les capacités de s'endetter, c'est-à-dire de rembourser. Et les prêts que le Bénin a pu obtenir, les finances que le Bénin a pu mobiliser ci et là, sont les signes d'une bonne santé de notre économie, assainie, restructurée, qui inspire confiance parce qu'on nous prête aux riches. Mais tout cela, c'est nous-mêmes qui remboursons sur nos propres ressources et donc nous en avons suffisamment pour faire face à ces propositions que nous faisons aux Béninois, à cette offre que nous faisons aux Béninois, parce que nous avons déjà planifié. Nous savons ce que le Bénin va pouvoir mobiliser comme ressources, non seulement sur les 5 années à venir, mais sur 10, 15, 20, 25 ans. C'est aussi ça la marque de fabrique du gouvernement du président Talon, de son leadership, c'est que rien n'est fait au hasard, rien n'est dans l'aléa, tout est planifié, programmé et les finances sont mobilisées et employées à bon escient. Donc, je vous rassure que ce qui est proposé aux Béninois a déjà trouvé son financement, a déjà trouvé sa source de financement, de sorte qu'on est plus dans la certitude que dans la projection. Quand on parle aussi de l'énergie, le duo Talon-Talata s'y retrouve parce que dans la continuité, on sait qu'en 5 ans, beaucoup de choses ont été faites dans ce domaine-là. Mais pourquoi s'accroche-t-on toujours à de l'énergie conventionnelle alors que nous avions de la biodiversité, nous avions de l'énergie éolienne, nous avions la marée motrice, nous avions et tout ce que nous pouvons avoir comme énergie. Est-ce que le gouvernement, est-ce que plutôt le duo a prévu intégrer ces facteurs dans le secteur de l'énergie pour les 5 années à venir? Bien sûr. N'oubliez pas qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le niveau d'énergie c'était 0. En 2016, c'était 0. Vous avez vu. Moins que 0. Oui, mais enfin, même en dessous de 0. Et nous sommes parvenus déjà à restaurer l'énergie conventionnelle, ce n'est pas mal. Bien que nos sources soient diversifiées, parce qu'il y a la construction de centrales électriques thermiques, mais il y a également le recours à l'énergie solaire. Les 5 centrales que nous avons lancées actuellement, c'est à base d'énergie solaire. Et bien évidemment, on regarde du côté des énergies plus naturelles, la biodiversité dont vous parlez. Il faudrait que nous puissions encourager les études dans ce domaine, les équipements, et on y pense évidemment. Il n'est pas question pour nous de limiter les sources d'énergie. Le plus important, c'est déjà de donner aux Béninois ce qu'ils n'ont pas et qu'ils auraient dû avoir depuis de nombreuses années. Donc, c'est la réparation d'une injustice, c'est une manière de rendre justice aux Béninois en montrant que ces possibilités existaient et qu'il suffisait d'un peu d'organisation et d'un peu d'ambition pour y arriver. C'est fait aujourd'hui. Monsieur le ministre, sur les 5 dernières années, le gouvernement a été donc très actif sur un terrain, celui donc des facilités à accorder en termes de création d'entreprises, notamment avec la pièce. Dans votre programme pour les 5 prochaines années, vous avez inscrit également dans le marbre de ce projet-là la promotion de l'industrie. La promotion de l'industrie, pourquoi maintenant et pas avant? Nous n'avions pas les préalables, nous n'avions pas les ingrédients qu'il fallait. Est-ce qu'on peut mettre des industries dans un pays où il n'y a même pas d'énergie? Donc c'est là la pertinence de la démarche du président Patrice Talon, du candidat Talon et de son duo. Aujourd'hui, nous avons réglé cette question de l'énergie et nous allons parachever de le régler. Ça rend possible l'industrialisation parce qu'aucune usine ne s'installe durablement et n'a de rentabilité si elle doit fonctionner sur le fioul, le gasoil, ça coûte trop cher. Aujourd'hui, nous avons de l'énergie et c'est d'ailleurs l'exigence minimum des entreprises pour s'installer. Vous avez vu ce que nous faisons dans la zone spéciale, la zone économique spéciale de Glodjigbe. L'exigence de ceux que nous invitons à s'installer, c'est d'abord d'avoir une énergie en abondance et en qualité. Nous avons satisfait dans une large mesure à cela.
nous avons l'eau, nous avons les routes pour permettre l'écoulement des différents produits. Donc, il y a les préalables maintenant pour aller vers l'industrialisation. Nous, dans le secteur de l'éducation, sommes en train de planifier une main-d'œuvre qualifiée à travers la professionnalisation dont nous avons parlé. Donc, nous aurons également la main-d'œuvre qu'il faut pour servir dans ces différentes usines. Donc, le temps est arrivé. Ça y est, le développement est arrivé de songer à une industrialisation. Lorsque nous avons mis autant de ressources pour booster l'agriculture, nous n'allons pas rester dans le secteur primaire. Il faut que nos produits soient transformés. Donc, tous ces préalables ont été posés dans une planification pour propulser le Bénin très loin. Et c'est pour cela que je dis que ce n'est pas le temps de l'aventure, ce n'est pas le temps de l'exploration, c'est le temps de la consolidation, c'est le temps et le moment de parachever le travail, l'œuvre entamée depuis 2016 pour préparer le Bénin à son industrialisation, à sa transformation, parce que nous avons posé les préalables qui ne sont pas théoriques, mais qui sont très pratiques et concrets. Et là, maintenant, nous pouvons aborder la renaissance que le président appelle de tous ses voeux, après avoir transformé les mentalités, transformé le paysage, transformé les outils de travail, nous pouvons aborder une industrialisation dans notre pays et de notre pays. Alors, monsieur le ministre, nous allons clore ce chapitre de cette émission avant donc de fermer définitivement donc, la baraque, si je peux m'exprimer ainsi. Le programme d'action du gouvernement lancé le 16 décembre 2016 parle de la Marina, c'est un programme ambitieux de plus de 9 000 milliards. Est-ce que nous avons une estimation financière pour le programme qui sera lancé pour les 5 prochaines années? C'est un programme qui est proposé. C'est une offre qui est faite. Une fois que les Béninois auront confirmé leur confiance au président Patrice Talon, tout ce qui est contenu dans ce programme devra faire l'objet d'une étude encore plus affinée et chiffrée de manière chirurgicale. En ce moment, nous rendrons publics les chiffres définitifs parce qu'il y a encore des choses à compléter, des choses à parfaire, des choses à affiner. Donc, il sera toujours temps, une fois que les Béninois, dans leur ensemble, auront accepté cette offre politique, auront donné les instruments nécessaires pour que nous sachions avec précision dans quelle ville, dans quelle commune, dans quelle localité nous allons mettre tel stade, tel marché, nous serions en mesure de faire un chiffrage tout aussi précis. Mais soyez assurés que rien n'est fait au hasard, que nous avons dans les grandes lignes l'estimation, comme on le dit, de ce qui est là. Et c'est d'ailleurs cela qui explique, par exemple, que nous ayons mis un peu plus de temps dans l'exécution, la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, car le candidat Patrice Talon était très ambitieux en 2016 et a confronté aux réalités du pouvoir, il s'est aperçu des difficultés qu'il y avait à combler telle lacune dans tel secteur. C'est un homme responsable, pragmatique, qui, tant que les études ne sont pas parfaites, met en cause et remet en cause jusqu'à la perfection. Donc, ces travaux de conception, ces travaux d'études, de faisabilité, d'impact, etc., ont pris un peu plus de temps qu'il ne fallait pour exécuter en un temps record le programme d'action du gouvernement. C'est le cas, par exemple, d'un projet comme celui du contournement nord. C'est prévu pour être exécuté en 2016-2021, mais il a fallu faire des études pour avoir moins d'impact sur l'environnement, faire des études pour réduire les difficultés d'expropriation. Donc, voir un projet, certes pharaonique, mais compatible avec les aspirations du peuple. Donc, d'étude en étude, le temps a filé. Et toutes ces études ont été faites de sorte que ce contournement nord se fera plus facilement. Ça a été le cas également du chantier de Ganvier, dont nous avions une ambition terrible. Mais pour travailler sur ce site, en respectant l'écosystème des populations, a mis plus de temps. Il a fallu étudier avec précision la compatibilité des ambitions que nous avons pour Ganvier et le maintien de l'écosystème de la vie des autochtones. Cela se fera et c'est ce qui se passe dans bien des domaines et qui explique que nous n'ayons pas obtenu des résultats aussi lumineux et aussi parfaits que le président
candidat aurait voulu. Et avec cette expérience aujourd'hui, je gage qu'il va y avoir une exécution un peu plus mécanique des projets que nous proposons aux électeurs béninois. Monsieur le ministre, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais nous n'allons pas vous laisser partir sans avoir votre point de vue sur la question du déclassement du Bénin en matière de démocratie. Je suis peiné parce que c'est une mauvaise critique qui est faite à notre pays, malheureusement par nos propres compatriotes qui, pour des raisons plus liées à leurs difficultés avec la justice que pour des questions politiques, se mettent à dénigrer notre pays, à donner de fausses informations sur la base desquelles des classements sont faits. Mais nous sommes sereins, puisque heureusement qu'on reconnaît au Bénin le mérite d'une économie qui progresse. Heureusement qu'on reconnaît au Bénin le mérite d'une espérance de vie qui augmente. Donc, les chahuts qui sont faits sur les questions relatives aux droits de l'homme et à la démocratie, dont ne se plaint qu'une minorité, celle dont je vous ai parlé, cette minorité qui est soupçonnée, qui est accusée, qui est perçue comme ayant détourné nos deniers, s'étant mis en difficulté avec nos lois et avec la justice, fuient leurs responsabilités et prétendent que les libertés seraient en recul. C'est vrai, nous le disons, nous avons décidé de mener une chasse et une lutte implacable contre la corruption, contre l'enrichissement illicite. Évidemment, si la loi doit s'appliquer, ça fait quelques grincements de dents. Nous sommes dans l'action, comme j'ai eu l'occasion de le dire, et nous allons poursuivre cette action pour le bien-être des Béninois qui se sentent beaucoup mieux dans leur immense majorité, parce que l'argent qui était naguère détourné sert aujourd'hui à construire des hôpitaux, construire des routes, donner à manger aux Béninois, leur donner de l'électricité, et je crois qu'ils vont le rendre au candidat président, candidat Patrice Talon, par leur mobilisation massive le 11 avril 2021 pour confirmer dès le premier tour leur attachement et leur adhésion à ce que propose le duo Talon-Talata. Monsieur le ministre, il y a quand même un point de liaison entre un projet de société porté par un duo concurrent au vote actuellement qui a des ramifications avec la démocratie, encore une fois, les institutions judiciaires et notamment le retour de ce qu'on appelle depuis quelque temps au Bénin des exilés politiques qui sont loin donc du territoire national. Alors, dites-nous, monsieur le ministre, que dit le gouvernement dans ce dossier ou que propose le duo Talon-Talata pour faciliter un retour de ces Béninois qui sont, pour une raison ou bien pour une autre, hors du pays? Vous avez bien raison de dire qu'ils sont pour une raison ou pour une autre à l'extérieur. Parce que le Bénin, je le dis haut et fort, ne connaît pas d'infraction politique. Le Bénin n'est pas un pays dans lequel on met en prison ou on poursuit les gens parce qu'ils auraient une opinion différente de la sienne. La belle preuve en est que nous avons une opposition virulente dont les animateurs les plus virulents vont et viennent sur le territoire béninois. Nous avons une opposition qui est doublement représentée à cette élection présidentielle et qui tient un discours hostile au régime en place, sans pour autant que personne ne soit inquiété. Donc, la notion d'exilé politique ne peut se concevoir dans notre pays où il n'y a pas d'infraction politique, où il n'y a pas de chasse aux sorcières. En revanche, est-ce que le manteau politique doit être un manteau d'immunité pour ne pas rendre des comptes de ce qu'on a pu gérer, de ce qu'on a pu commettre comme infraction? Est-ce que, moi je prends l'exemple au hasard, sans désigner qui que ce soit, parce que vous avez été acteur politique, on ne peut pas vous inviter à venir vous expliquer sur des milliards qui auraient été détournés ou sur des substances illicites qui auraient été transformées ici et là, sans pour autant récuser la présomption d'innocence des uns et des autres. Suffit-il, alors que quand vous êtes pris ou surpris en train de voler un cabri, on vous brûle, si vous êtes malchanceux, ou on vous conduise devant le procureur et qu'on vous sanctionne lourdement par des peines privatives de liberté, est-ce qu'en faisant ça tous les jours au quotidien,
parce que vous êtes acteur politique et que l'on sait que vous avez détourné des dizaines, voire des centaines de milliards, on ne doit pas toucher à vous, sous prétexte que vous êtes acteur politique. Si c'est ça la politique, le président Talon, le candidat Talon, assume totalement cette rigueur de la loi qui nous permet d'avoir des ressources pour développer enfin notre pays. Le fait d'être acteur politique ne sera jamais un manteau d'immunité pour faciliter le pillage ou le gaspillage de nos ressources. Donc, c'est une politique volontariste pour le bien des Béninois et non pas une volonté d'exiler qui que ce soit. Le président Talon et à sa suite le duo n'ont jamais empêché aucun Béninois de rester chez lui, de rester chez soi. Au contraire, nous prions tous nos compatriotes qui sont à l'extérieur pour X ou Y raison, de se mettre à disposition de notre pays et d'apporter leur pierre à l'édification de cette nouvelle nation que nous sommes en train de bâtir. Il y a quelques heures seulement, un de nos compatriotes, Bertin Corvi notamment pour ne pas le nommer ici, a regagné le Bénin. Et alors qu'on sait que pendant plusieurs années, il a été l'une des voix les plus critiques par rapport donc, au gouvernement. Il se dit quand même que c'est des arrangements. Que dit le porte-parole du gouvernement? Vous avez dit qu'il a été critique. Le fait d'être critique n'est pas une infraction. Et donc, je ne pense pas que la justice béninoise ait recherché M. Corvi pour des propos politiques hostiles qu'il aurait tenus. Si M. Corvi a des difficultés avec la loi, c'est un autre problème et c'est à la justice de s'en charger. C'est le cas également d'un autre compatriote qui est rentré avant lui. C'est bien la preuve que ce sont les gens eux-mêmes qui créent une psychose, qui se créent une psychose, qui s'éloignent, c'est leur droit, ils reviennent, ils sont accueillis dans leur pays. C'est également leur droit le plus sacré. Je peux même citer un ancien président qui a détalé d'ici et qui est revenu tranquillement, sans qu'on lui ait opposé quoi que ce soit. Donc, le Bénin est ouvert. Le président Patrice Talon ne peut jamais cautionner l'exil. Et je peux vous dire que c'est avec beaucoup d'amertume que nous vivons cette critique, cette polémique qui est entretenue par ceux qui refusent de rendre compte de leurs méfaits, de leur mauvaise gestion et des infractions qu'ils ont commises. Ça n'a rien à voir avec la politique. La politique, c'est l'opposition notamment constructive, c'est aussi la virulence que les acteurs politiques et le président en particulier supportent. J'ai des noms à vous citer qui n'ont jamais bougé d'ici et pourtant qui ont été très offensifs et très incisifs à l'encontre du régime. Nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de fin, monsieur le ministre? Ben écoutez, mon mot de fin, qui aurait dû être mon mot de début, c'est que nous tenons un processus électoral que nous voulons convivial, apaisé. Nous ne voulons aucun incident parce que c'est toujours l'occasion de quelques débordements à la suite des dérapages verbaux. Heureusement, toutes les institutions ont joué leur partition et les Béninois vont affronter cette élection dans une ambiance festive. Nous le voulons dans une ambiance qui permette de consacrer le leadership du président Patrice Talon. Et donc, j'invite tous les Béninois à se rendre à l'urne le 11 avril 2021 pour porter leur choix massivement sur la candidature du duo Talon-Talata. Monsieur le ministre Alain Roula, ministre de la Communication et de la Poste, vous êtes porte-parole du duo candidat Patrice Talon, Mariam Chabi Talata. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci Joël. C'est la fin de ce tout premier numéro de votre émission spéciale présidentielle 2021 sur BNews. On se retrouve très prochainement pour d'autres numéros.